Bon, eh bien, je pense qu'on va démarrer. Vous êtes plusieurs de Cornouailles aussi à être là. Merci à toutes les personnes qui se sont présentées dans le chat. N'hésitez pas à le faire encore hein, pour les personnes qui arrivent. Parce que vraiment, c'est toujours sympa de savoir un petit peu qui est là. Surtout que comme on voit beaucoup de noms et pas forcément beaucoup de visages, ça rend aussi les choses un peu plus concrètes et plus humaines. Alors, je vais juste, moi, commencer par présenter un tout petit peu l'hôpital, donc l'agence que j'ai créée et qui organise ce webinaire, donc de manière assez rapide, et la formation Design Thinking Santé dans laquelle s'inscrit ce webinaire, puisque normalement, ces webinaires sont réservés aux apprenants, et celui-ci, on a décidé de l'ouvrir aussi aux membres de la communauté de l'hôpital. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement en quoi consiste cette formation. Et puis, juste après, évidemment, je donnerai la parole à Maëva, donc designer spécialisée dans tout ce qui est intérêt général, qui a travaillé avec plein d'acteurs et hospitaliers, mais aussi plus largement publics. Bon, je la laisserai se présenter tout à l'heure, et avec qui j'ai la joie de travailler sur plusieurs projets de formation, mais aussi d'accompagnement en design dans la santé. Donc, je suis hyper contente que Maëva ait accepté de se présenter parce qu'elle a plein de choses passionnantes à vous raconter. Donc, je présente la formation, le cadre, et puis ensuite, on donne la parole à Maëva. Il y aura un temps aussi pour des questions-réponses. Et dans tous les cas, on terminera cette partie à 13h30, puisque moi, après, je garde un temps avec les On apprenants. m'entend, mais ces travaux là? C'est juste ce que je Alors, fais. je vous invite Ah. juste à éviter d'allumer le son pendant les échanges, sauf si vous avez évidemment des choses à partager, mais dans ce cas-là, vous pouvez lever la main. Merci beaucoup. Donc, juste rapidement pour vous dire un peu ce que c'est que l'hôpital. On est donc une agence d'innovation spécialisée dans la santé avec vraiment comme objectif de se mettre au service des transformations du secteur de santé et surtout des acteurs de santé qui veulent transformer le système en s'appuyant sur des outils d'innovation et en essayant de créer des choses nouvelles. Alors nous, quand on dit innovation, on ne parle pas forcément que d'innovation technologique, d'IA, etc., mais bien de toutes les nouvelles solutions qui peuvent apporter des réponses aux problématiques. Et pour décupler le pouvoir d'innovation des acteurs de santé, on a un peu trois grands axes. Un axe outillé, un axe connecté et un axe inspiré. Parce qu'on pense que pour pouvoir innover, bah, il nous faut des outils concrets. Donc ça va se matérialiser par du conseil, donc des missions d'accompagnement et des formations, comme cette formation Design Thinking Santé. Connecté via des écosystèmes dans lesquels on va créer du lien entre les acteurs et via la communauté de l'hôpital dont vous êtes normalement membre. Même si on a laissé évidemment l'ouverture aussi à d'autres personnes, mais on vous invitera à la rejoindre. Et puis inspirer via des contenus, des événements, que ce soit à distance ou en présentiel parfois, et des conférences, et surtout notre podcast qui s'appelle Les Transformateurs. Donc on travaille avec plein d'acteurs de santé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vraiment plein de types d'acteurs publics comme privés. On organise donc beaucoup d'événements comme les Lopitalks qui ont eu lieu l'année dernière et qui auront à nouveau lieu l'année prochaine. Sur le Slack, il y a des gens un peu de partout. On est à plus de 500 membres, plein de métiers différents qui veulent s'engager pour transformer la santé. Et puis, on a donc le podcast aussi où on interviewe plein d'acteurs de différents milieux, des professionnels de santé, des designers, des artistes, des patients, etc., qui expliquent comment est-ce qu'ils essaient de bouger les choses. Donc, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes pour continuer à vous nourrir aussi. La formation de Design Thinking Santé, c'est une formation qui est ouverte à tous les acteurs de santé et du médico-social qui ont envie d'innover en s'appuyant sur les vrais besoins du terrain et en utilisant l'intelligence collective. Donc, c'est un peu nos deux grands axes, on va dire, que vous allez retrouver dans toutes ces méthodologies design, avec un format hybride, puisqu'on a vraiment créé quelque chose d'adapté aux différents emplois du temps très contraints hein, des acteurs de santé et du médico-social. On est tourné vers le concret. Les participants ont toujours un projet qui porte en parallèle de la formation pour qu'on ait et de la théorie et de la mise en pratique. On va s'appuyer sur notre expertise en illustrant énormément par des missions de conseil sur lesquelles on a pu travailler avant et sur notre réseau, comme bah, Maëva par exemple, qui va partager son expérience. Et cette formation, elle est finançable par les budgets de formation puisqu'on est certifié Calliope.
Et pour vous donner un aperçu assez rapide du format, on a du présentiel au début et à la fin. Tout le reste fait à distance avec des modules qui peuvent être suivis en autonomie, des coachings individuels avec moi ou d'autres personnes de l'équipe plus tard, et des webinaires collectifs comme celui qu'on est en train de faire là, où il y a un retour d'expérience et du temps aussi d'échange au sein de la promo. On a un chat aussi où on est connecté pour répondre aux questions, échanger. Et puis, il y a un livret de ressources spécifique qui a été créé juste pour cette formation, pour suivre en fait l'évolution du projet avec des templates à remplir et avec des éléments très synthétiques. Donc voilà, c'est une formation qui a de très très bons retours et la prochaine promotion va démarrer en septembre prochain. Donc on pourra vous renvoyer aussi les infos à ce sujet si vous avez envie de rejoindre les futures promos ou de faire passer l'info autour de vous. Donc ça, c'était pour la petite intro. Je vais pas forcément prendre des questions spécifiquement sur la formation, sauf si vous voulez les mettre dans le chat, parce que je voudrais vraiment qu'on garde un maximum de temps avec Maëva, mais on vous renverra aussi les infos par mail. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Maëva, qui a un parcours hyper intéressant puisqu'elle a à la fois travaillé au sein de la PHP, ce qui est moi aussi mon cas d'ailleurs. Moi, j'ai travaillé en 2019-2020 dans l'équipe innovation et Maëva un petit peu plus tard au HAD de la PHP dans le programme Carte Blanche. Elle va vous en parler. Mais elle a aussi aujourd'hui un statut indépendante, donc elle a aussi travaillé avec pas mal d'autres acteurs. Et on travaille notamment en partenariat sur certaines missions qu'on fait auprès de Labo Pharma ou auprès d'hôpitaux. Là, par exemple, en ce moment, on travaille ensemble avec le CHU de Nantes sur leur offre de service autour de la promotion de la santé. Donc voilà, un parcours très riche qui est aussi tourné vers la participation citoyenne, vers les consultations à grande échelle, etc. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Maëva pour vous présenter un petit peu tout ça. Et encore une fois, merci à Maëva d'être là. Merci à vous aussi de vous être connectés ce midi. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat et à échanger tout au long de ce webinaire. Je te redonne aussi la main pour partager ta présentation, Maëva. Super, merci beaucoup Aude. Alors de mon côté, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Je crois qu'on ne le voit pas encore. Ah si, c'est parce que moi, j'ai pas... Tout est ouvert. Ok. Est-ce que tout le monde le voit bien? Ouais, Soazic répond oui. Super. L'idée de ce webinaire, ouais, c'est de vous présenter un petit peu mon parcours, quelques retours d'expérience et d'apprentissage de manière très modeste. Je ne compte pas vous apporter une réponse exhaustive à la question qui a été mise en titre de ce webinaire, à savoir comment on va pouvoir mettre en place le design de service à l'hôpital et pour quels impacts, dans le sens où il y a une multiplicité d'approches, de projets, de niveaux d'intervention possibles. Donc là, on n'en verra qu'une petite partie. Et je suis d'ailleurs très contente aussi de voir de nombreux designers connectés dans le chat qui ont des méthodes d'intervention différentes en santé. Donc alors déjà peut-être pour commencer, je vous propose, avant de rentrer dans mon parcours, de revenir sur quelques éléments d'introduction et notamment sur ce mot design qui des fois peut étonner, notamment dans le milieu sanitaire où on n'entend pas forcément trop ce mot, à part peut-être pour parler d'une chaise ou d'un endroit en disant voilà c'est design. Il y a une très belle définition, enfin un article d'Alain Ray sur le design que je n'ai pas retrouvé. Donc pour le faire synthétique, le mot design, il sonne anglais de nos jours, mais il a des origines aussi françaises et latines, puisqu'il combine deux mots derrière, à savoir le dessin et le dessin. Donc c'est-à-dire que on combine à la fois le fait de réfléchir, d'avoir une intention avec la capacité de la formaliser et de la rendre tangible. On va vraiment pouvoir travailler sur la forme et la fonction. Donc pour moi, si je devais le définir, ce serait de répondre à un besoin. Donc on va aller chercher auprès des usagers, des utilisateurs, quels sont leurs besoins, définir donc des fonctionnalités et la forme que la solution devra prendre. On ne s'arrête pas au cahier des charges, on rend tangible les choses et on peut les prototyper. Et pour ça, on va prendre en compte à la fois des contraintes techniques, par exemple des procédés de fabrication,
ou des limites voilà organisationnelles, technologiques. C'est pour ça qu'on a dans nos études une grosse part technique et puis aussi des contraintes cognitives ou sociales. On parle d'affordance dans le fait que les objets ou les systèmes soient facilement lisibles et faciles à appréhender pour les gens. Aujourd'hui, quand on se retrouve face à un objet électronique, on sait quasiment instinctivement comment monter le son, l'allumer, etc. parce qu'on a des codes qui sont universels et qui sont partagés. Et puis aussi, on va s'intéresser au vécu des personnes qui peuvent impacter la façon dont elles vont recevoir les solutions qu'on leur propose et encore à l'acceptabilité des nouvelles solutions dans les organisations. Est-ce que voilà, ça va générer du changement, des changements de posture, des changements d'organisation qu'il faudra prendre en compte? Donc, quand on dit design, souvent on comprend un petit peu la logique avec le design d'objets. Des fois, on a entendu parler aussi de web design, donc la conception d'applications, de sites internet, la capacité à concevoir des objets et des services numériques nous amène aussi aux objets connectés. On a aussi tout ce qui est l'aménagement d'espace, le design d'espace. Le graphisme, le design graphique, la signalétique. Et donc, quand on commence à penser espace, signalétique, etc., on pense rapidement au flux, à la gestion des flux de personnes, mais ça peut être aussi des flux de marchandises, et aux interactions qui vont se passer sur le parcours d'un usager, qu'il soit patient, usager d'un service public, etc. Et cet ensemble de dimensions du design, elle est rassemblée dans le design de service ou le design d'expérience utilisateur qui vise à penser l'expérience globale d'un usager sur son parcours. Par exemple, quand il rentre dans l'hôpital, quelles vont être les informations à sa disposition, comment il va être accompagné dans son parcours, dans quels espaces il va être accueilli, etc. Donc un designer de service, il peut avoir voilà une vision un peu polyvalente et globale et forcément il va s'entourer pour mener les projets puisque voilà chaque projet va mobiliser des expertises particulières aussi. Et ça permet voilà d'avoir une bonne compréhension de tous les domaines et de pouvoir tout articuler. Très souvent, quand je présente donc ce design d'expérience utilisateur, on me dit, ah, mais au fait, c'est l'expérience client. Moi, j'en ai entendu parler dans mon entreprise, ça me semble tout à fait clair. Euh, Aujourd'hui, dans les services publics et dans la santé, on ne va pas parler d'expérience client. On va parler notamment d'expérience patient et qui va revêtir des dimensions particulières. Puisque quand on s'intéresse à l'expérience du patient, et là je reprends la définition de l'Institut français de l'expérience patient, on va s'intéresser à l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne et par son entourage au cours de son parcours de santé. Et ces interactions, donc, elles vont être façonnées à la fois par l'organisation de son parcours, par tout ce qui va être exogène, extérieur à cette personne, et puis aussi par son vécu, par tout ce qui conditionne cette personne et sa compréhension, sa réception de son parcours, des actes qui lui sont faits, etc. D'ailleurs, sur l'expérience patient et usager, vous avez beaucoup de ressources qui sont disponibles en ligne sur le site de l'ANAP, donc l'Agence nationale d'appui à la performance, qui a fait un mini-site dédié avec à la fois des articles, des retours d'expérience et des outils. C'est l'occasion, voilà, de saluer des équipes avec qui j'ai pu travailler, qui ont vraiment fait un super travail sur cet outil. Moi, je l'utilise et je le conseille à beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces sujets ou qui veulent justement mener du recueil de l'expérience patient concrètement sur le terrain. Il y a des fiches outils, etc., qui sont vraiment simples à prendre en main. On parle d'expérience patient, d'améliorer l'expérience des patients, mais pas que. Quand on va penser à un projet, on va s'intéresser aussi aux professionnels dans une logique de symétrie d'attention. L'idée n'est pas d'améliorer l'expérience vécue par le patient au détriment des professionnels qui sont sous pression
dans les services, on le sait des fois du fait des contraintes qu'ils doivent gérer. Mais l'objectif, ça va être de, en travaillant sur cette expérience patient, augmenter le sens aussi, la qualité de vie au travail des professionnels et aussi leur pouvoir d'agir. Et puis en prenant en compte les logiques des organisations. Donc l'idée, c'est pas, on vit pas dans un monde de bisounours où tout est possible. On a bien conscience qu'il y a des contraintes à prendre en compte et que si nos projets doivent perdurer, il faut voilà avoir aussi intégré les principes qui sont nécessaires pour la résilience et la durabilité des organisations. Un autre point que je voulais aborder en commençant ce webinaire, c'est la question du design thinking. Ce mot, il a été assez répandu sur les dernières années. Donc il a amené plein de choses positives et aussi des fois des interrogations, des questionnements un petit peu plus critiques sur mais qu'est-ce que c'est que cette méthode un peu brandée qu'on veut nous donner. Au fait, le design thinking, si on le traduit en français, c'est la pensée design, tout simplement. L'idée, c'est de pouvoir essayer de transmettre des réflexes de pensée, des modalités de gestion de projet que les designers adoptent de manière intuitive, enfin de par leur formation, au plus grand nombre. Donc, quand on va mener un projet en tant que designer, on va partir d'un problème. On aime souvent justement ne pas avoir de solution déjà préconçue, se dire, OK, quel est le problème? Allons l'explorer, allons le re-questionner. Et pour ça, on va avoir une première phase de divergence où on va aller essayer de découvrir le plus de choses possibles sur les enjeux en allant notamment à la rencontre des professionnels du terrain. Et là, on s'ouvre, on se laisse surprendre par le terrain, on se laisse challenger dans la conception initiale qu'on avait du problème. Ensuite, on va avoir une phase de convergence. Il va falloir essayer de rassembler tous les apprentissages et de les hiérarchiser pour ensuite se dire, voilà, on veut travailler sur cette problématique précise. Et à partir de ça, on va imaginer plein d'idées. On ne s'attarde pas sur la première idée qu'on a. On essaye vraiment à chaque fois d'imaginer des idées qui pourraient répondre à ce problème avec des échelles très différentes. Et de la même façon, on va reconverger ensuite en priorisant les idées qu'on veut développer en fonction des moyens, de la désirabilité, des priorités, etc. Dans les dans les grands réflexes un petit peu de travail que je trouve importants, qui peuvent concerner les designers, mais au fait tout le monde qui mène des projets, ça va être d'incarner, de rendre tangible la connaissance et les idées. Vous le verrez après dans les projets, on essaye au maximum de donner corps à tout ce qu'on fait pour parler autour de choses tangibles autour de la table et pas juste en l'air. Ça aide à des fois pousser les réunions, les temps d'échange bien plus loin. Ensuite, on essaye de tester vite pour apprendre rapidement, à moindre coût. On a dans notre formation, je vous disais, une partie créative et technique. On fait des maquettes, on prototype, on essaye au plus vite d'avoir des premiers tests de la solution pour que si ça ne marche pas vite et qu'on n'ait pas engagé plein de moyens. Et puis ensuite, on repart toujours de l'usager final en essayant justement d'éviter de prendre en compte toutes les contraintes de l'organisation et en dernier celle de l'usager, mais voilà, de changer un petit peu la tendance. Donc, après cette introduction, je vous propose de parler concrètement de mon expérience et de certains projets que j'ai menés. À chaque fois quand je me présente, je dis que j'ai une double approche, donc à la fois en innovation et en conception de solutions, et en intelligence collective en co-construction. Le design n'est pas tout le temps nécessairement une démarche qui va être très participative, engager plein de monde, mais moi c'est quelque chose que j'ai essayé de développer, que ce soit avec la fonction publique territoriale dans des démarches de participation citoyenne ou dans les hôpitaux en essayant d'impliquer au maximum les professionnels et les patients dans les projets.
J'ai deux champs d'action principaux, donc la santé et les territoires. Et je vais vous présenter trois exemples de projets que j'ai pu mener. L'accompagnement à l'entrepreneuriat carte blanche dont Aude a parlé au tout début, une cartographie de services et puis des cartographies d'opportunités d'amélioration et puis un projet de transformation urbaine en concertation avec les habitants. Donc, en termes d'accompagnement à l'intrapreneuriat, j'ai rejoint l'hospitalisation à domicile de l'APHP en 2021. J'ai travaillé à peu près un an dans l'équipe. J'avais été missionnée pour accompagner une promotion de soignants dans le développement d'idées. Concrètement, l'HAD en quelques chiffres clés, on est sur une grosse structure avec 800 patients jour qui sont gérés par 21 unités de soins réparties en Île-de-France. Le contexte, c'était qu'on était encore en contexte Covid où légèrement, voilà, on espérait la fin de cette période de pandémie. Et donc, la PHP avait débloqué les fonds après pour soutenir les projets portés par les équipes du terrain. Au sein de la mission innovation de l'HAD, on avait donc Inès Dravet qui est directrice d'hôpital et qui avait notamment déjà mené Hospitalan et Adrienne Retz, médecin urgentiste, et qui a aussi toute une casquette innovation qui portait la mission innovation et donc que j'ai rejoint. On a travaillé avec 10 équipes retenues sur 20 candidatures et le principe du programme, c'était de pouvoir accompagner des équipes qui soumettaient le projet de leur choix. On a fait un appel à problème, pas un appel à solution. Un problème sur lequel elles voulaient travailler. Et donc, on les accompagnait sur à peu près 10, 12, 18 et c'est même devenu 24 mois avec voilà, les contraintes de l'hôpital. Chaque équipe avait 30 cas maximum pour financer le projet de l'équipe. Et par contre, à la base, il y avait 4 jours par personne de bloqués. Donc sur une équipe de 5 soignants, ça fait 20 jours hommes. Sur une équipe de 2, ça en fait que 8. Donc il y a eu des disparités aussi sur ça. L'intrapreneuriat, c'est quoi très rapidement? Et ben, c'est le fait de donner des ressources à des personnes au sein de l'organisation pour proposer des innovations. J'aurai pas le temps de m'étendre sur tout ça, mais c'est très bien présenté dans le livre blanc de School Lab que vous voyez en bas, et donc qui permet de définir les objectifs du programme. Est-ce qu'on va être plus dans une transformation culturelle ou sortir les prochaines licornes de demain? Voilà, il y a des différentes stratégies dans ces programmes. Nous, vraiment, c'était la transformation organisationnelle et le fait d'encourager des équipes du terrain à porter des projets. Peu importe l'échelle et le rayonnement du projet. On a eu des projets autour des parcours et des flux, des projets autour de la cohésion d'équipe et des projets sur plein de pratiques complémentaires aux soins. Par exemple, un projet autour du tri des déchets, un projet sur l'accompagnement des stagiaires ou encore un projet sur la musique dans les soins en pédiatrie. Mon rôle dans l'équipe innovation, ça a été de structurer donc les grandes étapes de l'accompagnement, avec notamment déjà des outils pour comprendre les besoins des usagers, explorer le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notamment des fiches pour accompagner les entretiens. La problématisation, puis l'idéation, donc le fait de générer plein d'idées à partir d'une problématique, avec ensuite des outils pour justement prioriser toutes ces idées en fonction de l'impact, de la faisabilité juridique, de l'originalité, etc. Et puis ensuite toute une phase de prototypage, une fois que certaines idées avaient été sélectionnées pour justement rendre tangibles ces idées et les concrétiser. Là, dans ce dispositif, donc il y avait 10 équipes. Moi, j'étais à temps partiel et chaque équipe avait une dotation financière. Donc l'idée, c'était pas que en tant que designer, je développe chaque projet. J'aurais pas eu le temps et ça aurait été pas du tout pertinent. J'ai plus eu un rôle de coach et puis aussi de médiateur
avec des prestataires externes. Donc, ça me permettait voilà de faire le lien, créer du dialogue, comprendre quels seraient les besoins de prestataires pour concevoir au mieux les solutions, et puis aider les équipes à challenger. Donc là, par exemple, on a des images d'un jeu qui a été développé par Suzanne Bosson, donc qui est experte en ludopédagogie, avec une équipe de l'HAD, notamment portée par Josiane Stenu. En termes de projet, on a eu des résultats très différents. Donc, un jeu autour de la communication en équipe, un petit formulaire qui permettait de faciliter la compréhension des étapes de l'HAD pour les prescripteurs, donc les médecins en hôpitaux, qu'ils sachent à quel moment et pour quel patient on peut présenter l'HAD, quelles sont les démarches. Ensuite, il y a eu l'utilisation d'une application qui existait déjà, qui avait été développée par à la fois des designers et des médecins, donc qui avaient la validité médicale dans l'apport dans le soin. Et là, il n'y avait rien à développer. Au fait, on a juste sourcé une solution qui existe déjà parce qu'il faut avoir la modestie des fois de se dire que s'il y a une bonne chose qui existe, autant l'utiliser. D'autant que concevoir la solution, c'est la première étape et le premier chantier, mais il y a ensuite la diffuser au sein de l'organisation et favoriser son adoption. Et ça, on a travaillé beaucoup sur ça avec l'équipe, de comment on propose cet accompagnement musical pendant le soin aux patients, quels sont les éléments de conversation qu'on peut amener, s'il y a des difficultés, comment on les gère, etc. Et donc voilà, on a des solutions qui ont été très différentes selon les équipes, et certaines solutions qui étaient assez modestes par rapport à la somme qui était à la base allouée pour l'équipe. Vous vous doutez bien que, par exemple, pour les flyers, même si on en a diffusé beaucoup, on n'est pas arrivé à 30 000 euros d'impression. Mais c'est parce que pour nous, c'était important que chaque équipe choisisse une solution qui lui paraissait une pertinente et ensuite appropriable et en tout cas à sa portée. Euh, Là, on avait des équipes de pédiatrie notamment qui avaient été très impactées par les épidémies hivernales. Ce projet à taille raisonnable, il leur a permis de rester maîtresse du projet et pas que la mission innovation finalement finisse par porter en chambre leur projet. Donc en termes de retour d'expérience, déjà j'ai beaucoup apprécié le trio médecin direction d'hôpital designer qui se poursuit d'ailleurs avec une designer qui a pris ma suite qui est Léa Chiavon qui est d'ailleurs diplômée de la même école que moi. Si c'était à refaire, je conseillerais peut-être de prévoir moins d'argent pour les projets mais plus de temps pour les professionnels pour les accompagner, de trouver le juste milieu entre les idées spontanées et les priorités stratégiques de l'organisation. C'est-à-dire que là, vu qu'on a favorisé vraiment quelque chose de bottom-up, donc c'est-à-dire qui viennent du bas, des fois on avait des projets qui n'étaient pas forcément alignés avec les priorités stratégiques de l'organisation et qui donc ont peut-être reçu un petit peu moins de soutien que si on avait déjà fait un pré-tri ou identifié voilà des chantiers prioritaires. Faire peut-être une promo plus petite sur une période plus resserrée. Là, 10 équipes en même temps, c'était peut-être un petit peu beaucoup, en tout cas par rapport à la taille de notre équipe. Et puis voilà, que la posture du designer, c'est pas forcément de concevoir toute la solution. Ça peut être aussi d'être coach, comme je le disais, de donner les bons réflexes, les bonnes méthodologies et médiateur en partenaire. Ensuite, donc j'ai pas mal de projets aussi que j'ai pu faire avec différentes équipes. Comme je le disais, je suis indépendante. Il y a certains projets que je mène toute seule, mais beaucoup de projets que je mène avec des équipes, avec l'hôpital, mais aussi avec des agences comme Pixelis ou Osiris Santé, parce que souvent c'est des projets qui nécessitent d'être à plusieurs, qui ne peuvent pas être portés seuls. Et voilà, avoir l'expertise de ces agences sur ces projets, c'est d'une grande richesse. Alors donc beaucoup de projets sont confidentiels, donc je ne pourrais pas m'éterniser là-dessus. Là, je vais juste prendre l'exemple d'un projet que j'ai mené récemment avec Osiris Santé. Mais donc j'ai mené plusieurs missions du même ordre qui consistent à aller dans un service
étudier le service et comprendre comment il fonctionne, et notamment en formalisant des parcours. Donc, on va prendre la journée type d'un professionnel ou la journée type d'un patient et voilà, raconter tout ce qu'il se passe dans sa journée, quels vont être les points de contact avec les autres personnes, les autres professionnels, les autres usagers. Donc, ces points de contact, ça peut être des personnes, mais ça peut être un document, une interface. Et puis, on va aussi identifier tous les points bloquants, tous les irritants sur cette journée. Et c'est ça qui va permettre ensuite de commencer à imaginer des solutions. Et souvent, ces temps, donc, on commence par une étude à la fois avec un professionnel qui nous explique le service. On y va, on s'immerge pour le voir directement. Et puis ensuite, on va voilà formaliser ça en interne avant d'avoir des temps d'atelier avec les équipes. Et on essaye vraiment de le faire sur des principes d'horizontalité, de mélanger tous les professionnels pour avoir voilà les regards à 360 sur ces parcours. Donc ça, ensuite, l'idée, ça va être de faire ressortir des opportunités d'innovation avec des échelles différentes. Et là, pareil, on va pas essayer juste de faire une liste à la Prévert de choses qu'on pourrait faire, mais essayer de les incarner. Et les incarner, ça peut être juste par un petit dessin dans un premier temps, mais qui permet déjà d'incarner chaque idée et de pouvoir utiliser, par exemple, des cartes idées sur une matrice pour les prioriser en termes de désirabilité, de temps, etc. Et pareil, en mobilisant toutes les équipes. Et puis ensuite, je vais vous parler rapidement d'un projet de transformation urbaine en concertation avec les habitants, parce que je pense qu'il peut aussi apporter des choses en termes d'outils qui peuvent être utiles dans la santé. Donc je vais passer rapidement parce que le temps file et je veux qu'on ait du temps aussi d'échange. Mais l'idée là, ça a été de concevoir des outils pour des dispositifs de concertation citoyenne. Donc pour une petite ville qui était lauréate du dispositif Petite Ville de demain et avec qui on a mené tout un dispositif de concertation pour imaginer le futur centre-ville. Et l'idée, c'était de travailler conjointement au diagnostic des équipes d'urbanistes, d'architectes, d'analystes financiers, etc., pour voilà, avoir la vision à la fois technique et la vision des usagers. Et d'ailleurs, les deux se sont rencontrés au travers d'ateliers, puisque j'ai animé des ateliers avec les urbanistes et les habitants. Ça a permis de faire émerger des scénarios. Donc pour moi, quelque chose qui est très important, c'est qu'un atelier ne soit pas juste un moment où on pose des problèmes ou alors où on demande des choses, mais qu'on puisse avoir une vision structurée à la fin des enjeux et de enfin, de comment ils pourraient être transformés en opportunités. Et donc, dans les outils qui peuvent, selon moi, être utiles en santé, on a notamment des fiches actions concertation, donc là que j'avais faites, mais alors vous avez plein d'idées d'actions de concertation qui sont disponibles aussi en ligne. Là, l'idée avec les équipes, c'était de pouvoir prioriser les modalités de concertation selon la taille de l'échantillon. De population qu'ils voulaient toucher, est-ce que c'était plutôt quelque chose de très quali avec un petit groupe ou plutôt quelque chose de plus représentatif. Et puis aussi selon les moyens humains qu'ils voulaient mobiliser en interne, donc avec du 100% distanciel, du 100% présentiel, on n'a pas les mêmes moyens en termes de logistique. C'est pas la même chose de lancer un questionnaire en ligne que d'organiser toute une journée avec des tables rondes, etc. Et puis aussi les carnets d'exploration. Ça, ce que je trouve très intéressant avec ces petits outils que j'ai pu concevoir pour animer des balades urbaines, c'est de donner des clés d'analyse à des publics qui n'ont pas forcément l'habitude d'analyser leur environnement avec un regard en mode projet. Et donc là, ça permettait que chacun se pose des questions sur la capacité à se repérer dans l'espace, à progresser, le sentiment de sécurité, le caractère du lieu. C'est pour ça aussi qu'il y avait des images du lieu avant pour se dire le lieu a déjà évolué sur des centaines d'années, il peut encore être amené à évoluer et donc il faut questionner l'existant. Et puis aussi une partie sur est-ce que le lieu répond aux besoins des usagers. Là, c'était de manière très très simple, mais pour inviter donc les habitants qui étaient là
à sortir de leur vision et de leurs problématiques du quotidien pour se questionner sur celles des autres. Par exemple, moi je suis habitant, j'ai des problèmes de stationnement, mais quels sont les enjeux du commerçant? Quels sont les enjeux du visiteur qui passe très rapidement dans la ville, du client de ces commerçants, etc. Et pour ensuite justement noter des idées à la fois à moindre coût et puis avec des coûts plus importants. Ça a vraiment bien marché et c'est des choses que certains ont utilisées en famille au fait. Autant des adultes que des enfants ont pu, avec les codes assez simples, vert, jaune, rouge, noter un petit peu ces différents paramètres. Voilà, j'ai bien parlé. Je vous propose maintenant à votre tour, de ne pas hésiter à poser des questions, partager des idées ou des remarques. Merci beaucoup Maëva pour tous ces exemples super intéressants que tu as partagés. Est-ce que vous avez des questions? Moi, Déjà, les apprenants aussi de la formation, je suis sûre que vous avez des questions aussi pour Maëva, donc n'hésitez pas à lever la main pour allumer après la caméra ou à écrire dans le chat si vous préférez. Je crois que quelqu'un voulait poser une question, j'ai pas vu qui c'était. Zoé, je vois que tu as levé la main. Vas-y Zoé. yes, bonjour Maëva, merci beaucoup pour cette présentation, c'est hyper important. Moi, je suis designer mais dans le territorial et la question que je me posais, c'est le portage politique de ton projet et d'où est-ce que généralement les demandes d'accompagnement en design de service, d'où elles émanent en fait. Parce que tu as mentionné notamment par exemple enfin, les bureaux d'innovation dans les hôpitaux, mais je me demandais si, notamment parce que tu es indépendante, voilà, il y a une demande particulière d'un type d'interlocuteur que tu as pu observer qui vient justement demander une expertise design de service. Alors c'est une bonne question. Ça peut venir. Enfin, souvent on n'appelle pas forcément pour du design de service. On va appeler par exemple dans la territoriale, il y a la question de la maîtrise d'usage qui commence à se développer. Donc le fait de se dire qu'on a aussi en plus de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, une vision centrée sur les usagers. Les questions de concertation et de participation, où des fois les équipes veulent concerter leurs habitants, mais ne savent finalement pas trop pourquoi, dans quel cadre et qu'est-ce qu'ils en attendent. Et là, on va essayer de définir ensemble quels vont être les objectifs. Et je pense que d'avoir justement cette vision de designer, ça permet de faire le lien entre ce qui pourrait remonter des habitants et les enjeux, les besoins des équipes techniques qui pensent les diagnostics et les projets, de faire dialoguer ça. Et puis ensuite, oui, bah, les équipes de la DITP, etc., font un super travail pour promouvoir le design de service. Voilà, je ne sais pas si j'ai trop répondu à la question, mais elle est très très large. Elle dit oui, Zoé. Capucine avait levé la main aussi. Oui, bonjour, Capucine Imblo. Moi, je fais partie de l'équipe, enfin de la promo des apprenants de cette formation. Merci beaucoup pour toute cette présentation. Moi, j'avais une question un peu générale sur la posture de designer, puisque bon, bah, pour nous, c'est très nouveau cette posture. Moi, je ne viens pas du monde de la santé, donc c'est une transition professionnelle, et donc j'accompagne euh, un centre de lutte contre le cancer sur une problématique que je sens très politique, très, en tout cas qui vient vraiment faire ressortir des problèmes organisationnels. Et ma question était, est-ce que, et j'imagine que c'est le cas, mais est-ce que le designer, en fait, il est toujours euh, accueilli avec bienveillance, même si il a le vœu de changer les choses et de manière collective et bienveillante et constructive et tout ce qu'on a dit plus tôt. Parce que moi, je trouve que effectivement, cette méthode, elle vient interroger les postures, mais on a aussi quand même une posture en tant que designer de poil à gratter, quoi. On vient quand même faire remonter les points de douleur, les difficultés. Et ce passage-là, il n'est pas toujours évident. Et je trouve que, et après je m'arrêterai parce que c'est très long, mais c'est pas toujours évident, je trouve, de trouver sa propre posture, de on va trouver des solutions, on va avancer ensemble, etc.
Alors ça dépend vraiment des projets. Des fois, le designer, ça peut être une figure non menaçante parce qu'on ne sait pas trop le placer dans l'organigramme et puis on se dit que c'est peut-être une sorte de graphiste ou voilà. Donc a priori, tu paraît pas trop menaçant. Il y a la question aussi que juste des fois de venir dans des services, écouter tout le monde avec vraiment humilité pour comprendre les problématiques, bah ça fait du bien et ça peut être bien accueilli. Après aussi, il y a l'autre tendance de justement se dire, mais qu'est-ce que cette personne fait là? Quelle est sa légitimité? Je pense que ça dépend de comment le projet est arrivé dans le service. Est-ce que ça a été parachuté? Est-ce que c'est une demande du service? Quels sont les enjeux aussi? Est-ce qu'il y a une forte volonté de transformation qui a été donnée dès le départ? Ou est-ce que il n'y a pas d'attente spécifique et donc vous allez pouvoir vous adapter un petit peu à ce que l'équipe, enfin à ce sur quoi l'équipe veut travailler en priorité? Voilà, ça dépend vraiment. Et après, des fois, ce qui peut être bien, c'est de justement commencer sur des projets un petit peu modestes ou qui parlent très concrètement aux équipes avant de s'attaquer à des projets plus Mm. transversaux qui vont re-questionner les places de tout le monde. Ok. Et j'avais une autre question, c'est justement sur la compréhension de cette méthode. C'est vrai quand on arrive avec design thinking, alors déjà en plus en anglais, dans un univers euh, voilà, où on ne parle pas anglais au quotidien, c'est très abstrait. Et je trouve qu'il y a déjà aussi cette, je dirais presque un frein à les embarquer sur une méthode qui a beaucoup d'étapes. Donc déjà, ils savent pas pourquoi on est là. Il faut les faire adhérer à notre présence et aussi à cette méthode. Et je me demandais si vous aviez des idées d'argumentation. À l'HAD, au début, on parlait pas de design thinking. Je crois qu'on en a jamais parlé. On a dit qu'on allait repartir des problèmes, interroger les gens et essayer de faire des choses concrètes rapidement avec des petits moyens avant de lancer des grands projets. Vraiment, on a essayé d'utiliser des mots simples pour parler, plutôt que de dire on vient avec la dernière méthode transformatrice issue de l'université de Stanford. Non, voilà, c'est juste peut-être des fois le parler du nom de la méthode, c'est pas forcément nécessaire. Mm. Ouais, je suis d'accord. J'ajoute un tout petit peu. Nous, on se voit tout le temps dans la formation, donc ça fait peut-être un peu redite, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Maëva. Et je pense que ce qu'on se dit souvent aussi dans la formation, c'est qu'il y a un mot d'ordre qui reste la patience, le fait de construire la confiance avec les gens, ça prend du temps. Quel que soit le métier d'ailleurs. Moi, quand j'étais à la PHP, mon titre c'était chef de projet innovation. Et malgré tout, même sans mettre design thinking, déjà parfois ça leur faisait peur parce que les équipes qui ont eu l'habitude de subir des restructurations, à qui on a dit qu'ils allaient faire du lean, mais que c'était en fait une manière de réduire les effectifs, etc., bah forcément il peut y avoir de la méfiance. Mais comme le dit Maëva, je pense qu'il y a une question de commencer par des petites choses, de s'appuyer beaucoup sur le volontariat aussi, de pas forcer la main des personnes, mais plutôt de les laisser venir si elles ont envie et découvrir au fur et à mesure ce que ça recouvre. Et que bah voilà, au fur et à mesure, c'est aussi se faire une place en termes de confiance et de lien humain qui permet aussi de créer ces environnements-là. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors donc, Il y a y plein de a-t-il des questions. demandes qui viennent des médecins ou c'est toujours les directions de l'hôpital? Euh, Alors, pareil, je peux pas répondre de manière générale, ça dépend. Je sais qu'il y a des médecins, notamment à Nîmes, un médecin en réanimation qui a apporté des projets qui étaient convaincus dans son service. Ensuite, ça vient quand même souvent de direction qualité ou innovation, qui sont peut-être un peu plus familiarisés à ça que des médecins, peut-être, voilà. Un questionnement sur la validité scientifique de l'approche qui est un peu empirique, qui du coup des fois peut un peu les déstabiliser. Voilà, ça dépend. Ensuite, à quel niveau le numérique peut jouer un rôle dans le design thinking en tant que support, outil, en tant que solution? Euh, les deux, alors ça peut être un support, bah, par exemple, sur certaines phases
pour imaginer des ateliers en distanciel, par exemple. Euh, Ça peut être une solution, oui, parce que à certains problèmes, on peut se dire que la solution est une solution numérique, mais pas tout le temps. Voilà, quand par exemple le projet LHAD sur le petit flyer pour faciliter les admissions, à la base, il voulait retravailler sur toute la plateforme d'admission. On s'est rendu compte que dans le projet, ça allait pas être possible, mais que déjà juste cette petite plaquette a permetté de recréer du dialogue avec chaque promotion d'interne qui arrivait dans les services et que ça fluidifiait déjà beaucoup les choses. Euh, Avez-vous des exemples de projets en collaboration avec des labos pharma? Merci. Moi, pas beaucoup ou confidentiel. Je laisserai peut-être Aude répondre si elle peut en parler de certains. Oui, alors nous, les projets qu'on fait avec des labos, il y en a une grande partie qui s'appuie un peu sur ce qu'ils appellent le Beyond the Pill, c'est-à-dire qu'ils veulent se positionner sur du service et aller accompagner les patients un peu plus loin. Et donc souvent, ça va être des outils qu'ils veulent mettre à disposition des patients dans des démarches d'éducation thérapeutique, d'information, parfois aussi un peu de prévention. Et donc, ils vont vouloir créer des outils. Et donc, ils vont faire appel à des acteurs du design pour s'assurer de créer des choses pertinentes et d'arrêter un peu ce qui a pu être fait avant de... On fait une réunion dans un bureau, on décide, on imprime, on distribue, et puis en fait, tout le monde s'en fiche. Donc, ça va souvent être des choses comme ça. Et un des projets dont je peux parler, où d'ailleurs Maëva avait participé aussi un petit peu, c'est le programme Passion. C'était un programme porté par le laboratoire Sans Dose avec 10 associations de patients dont l'objectif était de créer une solution un peu transverse pour les malades chroniques à mettre à disposition de tous. On avait organisé donc des entretiens, des ateliers, donc c'était beaucoup en visio parce que c'était juste après la première vague Covid, là, en 2021. Et donc, bah, tout l'accompagnement, en fait, leur permettait aussi d'être plus à l'écoute des assauts de patients et d'imaginer des solutions ensemble avec un certain nombre d'étapes, d'ateliers. Et à la fin, ils ont fait voter, en fait, et les assos et les collaborateurs de l'entreprise sur des solutions qui avaient été imaginées. Et ils ont choisi de mettre en place une campagne de communication sur les aidants familiaux pour essayer de sensibiliser le grand public, donc dans les gares, dans la presse, etc sur ce que c'est qu'un aidant et de renvoyer vers les associations de patients aussi à ce sujet-là. Donc ça, c'est un exemple public, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne peut pas forcément communiquer voilà, de manière très transparente auprès de tout le monde. Et ça peut aussi être des programmes d'intrapreneuriat. Maëva a cité ce terme aussi. Nous, on a déjà bossé, par exemple, avec Roche sur un programme d'intrapreneuriat. L'idée, c'était que les acteurs en interne puissent proposer des idées. Et donc, finalement, ils ont aussi eu envie de faire des projets à destination des patients. Donc, il y avait eu, par exemple, tout un outil d'explication pour les femmes qui ont subi une mastectomie et sur les outils de reconstruction mammaire avec des BD, des choses comme ça. Voilà, je fais un peu rapide parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps d'échange. On va terminer à 13h30. Mais si on peut encore prendre une ou deux questions. Moi, A j'aurais peut-être une priori, dernière ouais. question du coup pour toi, Maëva. Si tu avais un conseil pour les personnes qui sont déjà en milieu hospitalier ou dans le médico-social, ou en tout cas des acteurs de santé, qui auraient envie d'intégrer un petit peu plus leur design, le design de leur pratique, qu'est-ce que tu leur suggérerais? Est-ce que tu aurais un conseil, un tips à partager? Oui, déjà, alors regarder, avoir recherché des idées de choses qui se font ou de petits outils qui peuvent être utilisés dans le service en autonomie déjà pour tester. J'ai parlé de la boîte à outils et du retour d'expérience de l'ANAP. Il y a aussi beaucoup de choses proposées par la DITP. Ensuite,
Bah, voilà, de tester cette démarche un peu d'essai-erreur, de repartir de l'usager sur des petits projets, se faire accompagner de designers si c'est possible sur des premières initiatives pour voilà faire l'exemple et découvrir un peu ce que c'est. Aussi de pas hésiter à se former sur le design ou le design thinking, pas pour devenir designer à temps plein parce qu'on le deviendra pas en quelques jours, mais parce que ça permet d'acquérir déjà des clés pour mobiliser certains réflexes sur le terrain et puis ensuite de pouvoir mieux dialoguer, mieux calibrer ses demandes si on doit recourir à des prestataires externes. Ben, je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles on est très alignés. Donc merci, merci beaucoup pour ça. Bah, du coup, merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce midi pour échanger avec nous sur ces sujets-là. Moi, j'aurais juste une toute petite demande pour vous, c'est que bah, en tant qu'actrice du design thinking, on a l'habitude aussi, nous, de faire de l'amélioration continue, de prendre l'avis des gens, de s'appuyer sur les retours, etc., pour continuer à améliorer ce qu'on propose. Et comme là, en plus, c'est la première fois qu'on proposait d'ouvrir à la communauté ce webinaire, ça me paraît important d'avoir vos retours. Donc, ma collaboratrice Chloé vous a préparé un super petit question de satisfaction où il y a 6 questions. Vraiment, c'est très court. Si vous voulez bien prendre juste le temps de répondre avant de retourner à votre journée, ça serait très utile pour nous. Je vous le mets tout de suite dans le chat. Merci par avance. Et puis, nous, on va rester donc avec les apprenants de la formation. On va rester connectés pour notre webinaire collectif parce qu'on a des rendez-vous tous ensemble une fois par mois aussi pour voir comment ça avance, puisque le premier temps collectif, c'est du présentiel tous ensemble, mais après, il y a beaucoup de choses qui se font aussi en autonomie. Donc ça nous paraissait important d'avoir ces temps-là. Donc nous, on va passer sur ce format dès que tout le monde, tous les autres seront partis. Et puis voilà, je vous invite aussi à nous écrire si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on fait chez l'hôpital. Je vous invite à rejoindre la communauté, à écouter le podcast, à profiter un petit peu de toutes ces ressources qu'on propose aussi plus largement aux acteurs de santé. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci Maëva, au revoir. Merci encore Maëva.